on attaque cette émission avec Arnaud Faller, qui nous retrouve par téléphone, directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Bonjour Grégoire. Bon, démarrage en trombe sur les marchés. On a 2 séances de bourse pour cette première, pour ce démarrage de l'année 2022. What could go wrong, comme disent les anglo-saxons, Arnaud. On a retourné tous les sujets d'inquiétude dans tous les sens. L'inflation, le sanitaire, la vague Delta, la vague Omicron. Rien n'y fait. Les marchés actions sont en téflon. Oui, donc pour l'instant on a l'impression qu'effectivement le train va pouvoir se poursuivre encore un peu. Effectivement le front sanitaire, c'est un point d'attention, mais c'est vraiment pas un grand handicap. Pourquoi ? Parce que la vague, certes, est très forte, 1 million de cas aux États-Unis, 200 000 chez nous en France, mais clairement avec des cas beaucoup moins sévères. Et d'ailleurs, on suit tout simplement le taux d'utilisation des respirateurs artificiels au Royaume-Uni, puisqu'ils sont un peu en avance par rapport à nous, et encore plus en avance par rapport aux États-Unis. Et on voit bien que ces taux d'utilisation sont stables. Donc, le constat est le même, beaucoup moins sévère, avec une vague qui sera probablement aussi beaucoup plus courte. Et donc, effectivement, les éclaircies sur le front sanitaire d'arriver dans les prochaines 2 ou 3 semaines. Côté macro, c'est vrai qu'on a l'impression que ça ne sera pas un catalyseur au sens où elle est annoncée assez forte en 2022, entre 3,5 et 4 en zone euro, même ordre de grandeur aux États-Unis. Le plan Build Back Better, on sait qu'il devrait être voté, même si le sénateur Manchin se manifeste encore. Et il nous semble que ça ne sera pas un obstacle, en tout cas pas rédhibitoire, d'une manière à ne pas l'adopter d'une manière ou d'une autre dans les prochaines semaines. La Chine ça ralentit, mais là encore, c'est plutôt dans l'ordre. Donc qu'est-ce qui va vraiment être le catalyseur pour les... Comme d'habitude, ça va être les politiques des banquiers centraux quand même, des banques centrales. Ça l'a été depuis plusieurs années, ça va continuer. Donc aujourd'hui, les marchés sont persuadés que justement les banques centrales pilotent très très bien la lutte contre l'inflation. Donc avec des hausses finalement assez modestes. Et un rythme d'ailleurs de hausse assez faible, parce que dans le passé, il y a eu des fois des hausses de 50 centimes à raison de chaque FOMC. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt des hausses de 25 BP, par exemple sur la Fed, anticipée en 2022, et même la BCE, le marché anticipe plutôt une hausse en 2023. Ce qu'il faudra regarder, c'est l'hypothèse majeure, c'est oui ou non le taux cible d'arrêt de la Fed, c'est le fameux entre 2,5 points de base horizon 2024. Est-ce qu'on s'arrête là ou pas ? Parce que ça permet, qu'est-ce que les marchés vont regarder ? Ça permet oui ou non au taux d'intérêt réel, qui sont aujourd'hui très négatifs, de ne pas monter significativement. Donc c'est vraiment la boussole à regarder, c'est les taux d'intérêt réels. Pour l'instant, les marchés sont persuadés, encore une fois, qu'ils vont rester relativement sages. Si on va au bout de l'histoire, donc horizon 2024, Arnaud, on a effectivement un taux terminal pour les Fed Funds de la Banque Centrale Américaine à 2,50. Le core PCE est affiché à 2,1%, ce qui nous donne un taux réel à peine positif. Exactement. En 2024. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, c'est encore bien plus négatif, mais il resterait quasiment à zéro. Et alors, ça va tourner évidemment autour de l'inflation. Donc, les marchés sont persuadés aujourd'hui que, à partir du 2e trimestre, on va avoir des inflations qui rebaissent, ne serait-ce pour des raisons d'effet de base, parce que l'énergie peut se calmer. Le problème, c'est que c'est pas du tout certain quand même. C'est-à-dire, d'abord, l'énergie, les prix restent élevés. D'ailleurs, il faut remarquer une volatilité extrêmement forte du prix du gaz et du prix de l'électricité. C'est complètement inconnu. C'est-à-dire que ça peut prendre l'équivalent en dollars de baril, le gaz peut perdre 50 ou 80 dollars en une seule journée. Aujourd'hui, en gros, le gaz, ça se traite à des équivalents de 150 dollars le baril. C'est quand même très très élevé. Alors l'offre est très volatile, on voit bien qu'elle est assez régulière, mais la demande aussi en fonction de la météo, etc. Donc c'est pas du tout sûr que les prix de l'énergie rebaissent significativement et structurellement. Il nous semble au contraire, ça risque d'être très volatile de manière structurelle. Et donc, ça peut aussi entraîner des effets un peu de second tour. Et puis, aussi, il faudra surveiller clairement le front immobilier. C'est-à-dire qu'on voit bien que les loyers dans l'inflation aux États-Unis pèsent beaucoup. Pour l'instant, ça a plutôt été orienté à la hausse. L'alimentaire, donc à l'image de l'Espagne, parce que l'Espagne a publié hier ses chiffres d'inflation et franchement, ça a surpris à la hausse. C'est quasiment 1 point au-dessus. C'est-à-dire 6,7 en rythme annuel, c'est beaucoup.
et notamment un segment alimentaire qui était à l'origine de ce saut, et évidemment aussi les salaires. Donc on verra les taux salaires horaires vendredi prochain, avec les chiffres de l'emploi, mais il y a une pression pour augmenter les salaires minimums partout aux États-Unis. Il y a 21 États qui ont augmenté leur salaire horaire, leur salaire minimum au 1er janvier. Donc, surveiller évidemment le taux cible et donc les taux réels. Mais la question, c'est ce que la Fed pourrait faire en amont si jamais effectivement l'inflation ne rebaisse pas. C'est certes augmenter peut-être les rythmes de hausse des taux, mais surtout, et ce serait ça le vrai catalyseur, encore plus que le hausse des taux, c'est la réduction de taille de bilan. Il faut se rappeler que les marchés ont tellement apprécié les hausses de taille de bilan. D'ailleurs, si on fait une corrélation taille de bilan et marché action, c'est clair. Donc si jamais on a l'inverse qui arrive, c'est-à-dire que finalement les banquiers centraux ne réinvestissent plus, tomber, voire revendent éventuellement des titres, ce serait un catalyseur majeur pour des grandes corrections. C'est trop tôt aujourd'hui. C'est pas encore une option évoquée par la Fed officiellement. Hein. Non, c'est clair. Ça risque d'être un débat au cours de l'année 2022, mais probablement fin 2022 et pas avant. Et donc c'est pour ça que le train, au moins pour les prochains mois, devrait se poursuivre. Mais si on cherche qu'est-ce qui peut vraiment faire dérailler ce train, c'est surveiller la taille de bilan des banquiers centraux, en commençant par la Fed, qui serait la première à bouger bien avant la BCE. Si le train continue d'avancer là sur les horizons des prochains mois, Arnaud, en termes de stratégie, d'investissement, d'allocation, on reste donc fondamentalement pro-risque toujours aujourd'hui ? Alors, on apprécie les actions, même si on n'a pas toutes les voiles dehors, parce qu'on tient compte évidemment du chemin parcouru et des valorisations. En revanche, on préfère nettement les actions des pays développés à celles des pays émergents. Pourquoi ? Parce que les pays émergents, outre le front sanitaire, on voit bien que, par exemple, en Chine, les mesures réglementaires sont pour l'instant encore à l'œuvre, et il faut avoir un peu plus de visibilité pour revenir sur les pays émergents. Donc, pour l'instant, une nette préférence pour les pays développés en action. Évidemment, côté taux, il faut être extrêmement prudent et ne pas croire à un effet stabilisateur des taux. Si jamais il y avait des accidents, ils viendraient plutôt à l'origine des accidents, et donc rester avec des portions obligataires très très faibles, que ça soit sur les taux évidemment des taux émis par les États, que par l'investment grade qui restent, dont les spreads de crédit sont trop faibles pour protéger des hausses des taux. Donc action des pays développés, oui, émergents plus tard, et très peu d'obligations. Merci beaucoup Arnaud, merci pour cet éclairage de début d'année sur la stratégie de marché que vous déployez chez CPR Asset Management. Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone, le directeur des investissements de CPR.